Bonjour, vous êtes à l'émission Cause Toujours. Je suis Nadine Cazenave de l'Association des auteurs des Laurentides. Comme chaque mois, nous sommes là pour vous présenter notre émission littéraire accompagnée de nos auteurs des Laurentides. Avec moi aujourd'hui, j'ai Michel Bouvrette qui est auteur-poète et Gilles Matte qui est également auteur-poète. Donc vous avez compris qu'aujourd'hui on va parler de poésie. On va vous faire découvrir nos poètes de la région et surtout on l'espère, vous donner le goût d'en lire et d'en écouter. Donc tout de suite, sans attendre, Michel Bouvrette, je vais lui laisser le soin de se présenter. Bonjour Nadine, oui, moi je suis des Laurentides, plus précisément de Saint-Jérôme. On m'a peut-être vu, comme tu disais précédemment, dans une autre émission que j'ai publié un livre de récits sur Compostelle. Mais avant tout ça, je suis poète, donc j'ai déjà publié un livre, un recueil, parce que pour moi c'est plus un loisir qu'un travail, la poésie. Donc, je fais de la poésie depuis environ une quinzaine d'années. Donc, on est à ce niveau-là pour moi sur la poésie. Ok, et tu as écrit Écorce des nuits, qui est ton recueil de poésie. C'est ça, exactement. Écorce des nuits, ça fait déjà le titre est poétique. Hein? Oui, ah oui. Donc, Écorce des nuits pour se rappeler qu'on a des couches de l'humain en nous, au fil des années, on construit des couches. Donc, cette écorce-là, j'ai essayé de la repérer puis d'y mettre des mots. Donc, dans les nuits aussi, l'écorce des nuits, bon, ça fait référence aussi à cette idée-là que c'est pas toujours lumineux, nos vies. Donc, mais dans la nuit, on peut voir la lumière. Et donc, on voit les étoiles seulement dans la nuit. Donc, c'est un peu le but de ce titre-là. C'est un recueil qui a été publié en 2014, mais qui me suit encore, puis que moi-même, je redécouvre avec la vie, avec les couches d'écorce que je construis dans ma vie. Oui, c'est vrai que le public me le demande souvent. Donc, il a toute une vie, ce recueil. Tout à fait. Je confirme. Tout à fait. Et on va laisser également Gilles Matte se présenter, notre autre poète de Val-David. Oui, effectivement, de Val-David. Écoute, la poésie, pour moi, ça a toujours été toute ma vie. En fait, je me considère pas comme un écrivain, je me considère comme un poète, parce que j'ai pas publié beaucoup. J'ai publié en revue, dans la revue Estuaire, j'ai publié à compte d'auteur aussi. Puis récemment, j'ai parti d'une maison d'édition et je suis en train de rééditer, en fait, tout ce qui est inaccessible aujourd'hui de ma production. J'ai réédité à peu près tout ce qui a été écrit avant les années 2000. Il me reste le reste à faire. Et cette partie-là va être beaucoup plus difficile parce que les textes ont été écrits pour être livrés en performance, pour être mis dans des spectacles de poésie. C'est écrit sur des grandes feuilles, sur une table à dessin avec... ou ben non, tout simplement, ça me fait rire parce qu'ici en arrière, quand je suis rentré, il y a une dactylo, une vieille machine à écrire, avec un tout petit morceau de papier au centre. Chez moi, j'ai une dactylo comme ça, avec au centre, et j'en ai des rouleaux et des rouleaux. Non. Ah oui! C'est comme ça. De poésie. Ah, et dessus, c'est ta poésie qui est écrite dessus. Oui. Ah, Magnifique! J'écris directement sur le dactylo. C'est pas... ça n'a jamais été retranscrit. Fait que c'est beaucoup de travail en perspective. Ah, oui. Mais c'est vrai que la particularité de Gilles, et puis j'espère qu'on va pouvoir faire partager ça avec nos téléspectateurs, c'est le côté vivant tu donnes vraiment vie à la poésie. Elle est pas dite, elle est déclamée, tous les sons, la musique de la poésie, c'est vraiment quelque chose qui est très très fort chez toi. Oui, en fait, c'est devenu essentiel, complètement essentiel chez moi. Puis ça m'a ouvert des horizons que je ne sais pas si j'aurais eu les mêmes horizons avec juste l'édition, parce que ça m'a permis de voyager beaucoup, ça m'a permis d'exprimer ailleurs aussi, au Japon, en Guinée, en France. Mais c'est toujours le côté performatif qui m'a permis de bouger. OK.
Qu'est-ce que tu entends par performatif? Donne-nous des exemples. Ben, ça rejoint aussi l'installation physique. Souvent, la première fois où j'ai fait quelque chose dans cette direction-là, c'est au Parc La Fontaine à Montréal. J'avais écrit sur des draps, vraiment des draps, plein de poésie, en lettres assez grosses. Puis j'avais étendu ça sur des cordes à linge à grandeur de... La réponse des gens est assez incroyable, dans le sens où les gens passent et prennent le temps de lire. Puis après, tu parles avec, ils disent moi, la poésie, j'achèterai jamais un livre de poésie, je comprends rien là-dedans. Mais ça, c'est pas pareil, c'est juste que là, tu l'as, puis tu l'as, tu le vois, personne ne te demande rien. Puis tout ça, ça fait beaucoup bouger mon écriture et ma façon d'aborder la poésie aussi. OK. C'est vraiment une particularité. Moi, je suis très sensible à ça. Je ne suis pas auteur, je ne suis pas poète, mais de montrer que la poésie est abordable pour tous, par toutes sortes de biais, de supports, de mélanges avec d'autres arts, de manière à ce que beaucoup de gens se privent de poésie uniquement parce qu'ils n'ont peut-être pas la porte d'entrée pour y accéder de manière simple et facile. Toi, Michel... Ouais, mais ça rejoint beaucoup, je suis content que tu abordes ce point-là aussi, Gilles, parce que moi, j'ai découvert la poésie sur le tard, si on peut dire. Que je disais tantôt, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Donc, c'est à travers des ateliers d'écriture, en petits groupes, 4-5 personnes dans une cuisine. Puis j'ai vu, je pouvais jouer avec les mots, je pouvais amalgamer des mots ensemble. Et au début, je faisais plus de la rime poétique, comme on connaissait dans le temps. Et même que j'écrivais mes poèmes comme ça. Puis je me disais, c'est beau parce que les gens aiment ça, ça rime comme des chansons. Les chansons, c'est quand même de la poésie. On a des très grands chanteurs, je pense à Richard Séguin, entre autres, qui écrit des chansons très poétiques avec de la rime. Mais on est rendu à une époque où est-ce que la rime est un peu délaissée, un peu laissée de côté. Puis moi, je me retrouve un peu plus aussi dans la rime des vers non rimés, du vers libre. Et... mais pour donner de la musicalité à tout ça, parce que la rime donne la musicalité, c'est justement quand on le proclame, quand on le dit, notre poésie. Et moi, on en discutait, moi et Gilles, c'est que quand je veux peaufiner un poème, ça peut me prendre 10 versions avant d'arriver à dire « Oh, ce poème-là, il me plaît ». C'est en le lisant à voix haute, en le proclamant, en le disant, en l'écoutant. Des fois, je m'enregistre, je me réécoute, OK, je pourrais changer tel mot, telle chose, pour donner une musicalité qui laisse rentrer tranquillement dans le cœur pour ressentir l'émotion. Et moi, j'ai mon épouse qui me suivait là-dedans, elle disait poésie, ouais, OK. Elle trouvait ça le fun, le projet. C'est un projet de retraite. Je vais faire un peu de poésie, tout ça. Puis, je l'ai emmené écouter un slammer, du slam. C'est du spoken word. Puis, je l'ai emmené écouter ça. Puis, elle est tombée en amour avec cette forme-là de poésie. Et ça, aujourd'hui, on a David Goudreau au Québec qui est un super performant. Maintenant, il écrit aussi des romans, mais c'est un slammer. Il y a Marc Sauvageau, ici dans les Laurentides, qui est un slammer, un conteur, mais sa poésie est faite pour être de l'oralité. Elle est faite pour être dite, un peu comme tu dis, Gilles. Puis, et moi, j'ai commencé à aller dans des micros ouverts. Je suis retrouvé à différentes places dans les Laurentides. On l'a fait à Sainte-Adèle, on l'a fait à Saint-Jérôme, Saint-Eustache. Je suis allé à des micros ouverts pour lire mes poèmes. Et c'est là que j'ai vu la réaction des gens. Puis dit, OK. Quand c'est tous les sens qui sont mis à contribution, on redécouvre autre chose de la poésie. Et ça j'invite les gens, justement, quand vous êtes devant un texte, vous vous dites, je ne suis pas sûr que c'est de la poésie ou je ne suis pas sûr que je rentre dedans. Il faut le lire à voix haute et ça aide beaucoup. OK, c'est important ce que tu dis parce que moi, qui suis probablement comme le grand public,
Pour moi, la poésie, c'est une histoire d'émotion, au travers de mots, d'agencement de mots. Ça va créer une émotion ou ça va aller chercher chez moi une émotion peut-être que j'avais laissée latente et que je n'étais pas capable d'exprimer. Et vous savez exprimer mieux que moi mon émotion. Mais j'entends que c'est aussi une histoire de musique, de rythme. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. Gilles? Oui? Non? Oui, Oui, hein? oui. En fait, Quand tu écris pour l'émotion ou c'est un tout? jamais. Jamais. En tant que poète, je serais proche d'un compositeur comme Stravinsky, Ah, d'accord. qui écrit à froid. Sa musique, elle est écrite à froid. C'est un structuraliste, mais quand tu écoutes sa musique, l'émotion, il met pas l'émotion dedans. Il va créer une émotion chez toi. Et c'est Éluard qui disait d'ailleurs, le poète n'est pas celui qui est inspiré, le poète, c'est celui qui inspire. Ah oui. Parce que pour moi, la poésie, c'est essentiellement écoute, il y a un livre magnifique de Jean Cohen qui s'appelle Structure du langage poétique. C'est tout un livre. Il passe toute la poésie contemporaine. C'est vraiment construit de façon scientifique, c'est-à-dire on cherche c'est quoi qui fait que ça, c'est de la poésie, que ça, c'en est pas. Et qui aussi englobe toutes les formes de poésie. Et fondamentalement, là où il en arrive, puis moi je suis 100% d'accord avec ça, la poésie, à la base, c'est de déstructurer les formes du langage pour amener le langage ailleurs. Puis dès que tu prends la rime, tu brises les codes du langage. Déjà, tu brises tous les codes du langage. La virgule n'est pas à bonne place, la voix ne se pose pas à bonne place. Quand on communique ensemble, c'est facile. Automatiquement, on dépose au bon endroit, on revient, mais la poésie détruit ces codes-là. Et de beaucoup de façons, ça peut aller très loin, mais c'est ce qui fait que c'est de la poésie et non de la prose. Parce que si on parle de l'émotion, oui, je peux écrire quelque chose de très, très, ce qu'on va appeler poétique, mais ça peut être écrit en prose, avec des virgules à la bonne place, avec des points à la bonne place, puis dit de... La poésie, c'est ailleurs. Ça se passe dans ce qui crée l'émotion au bout de la ligne chez toi, quelle que soit l'émotion, ça peut être agréable ou désagréable, mais c'est cette différence de structure-là. Comment on abolit les codes normaux du langage. Alors, il se passe autre chose. On déstabilise finalement le lecteur ou l'auditeur par une nouvelle structure et c'est ça qui fait sortir finalement. Oui, puis ça rejoint aussi tout à l'heure, tu disais l'importance de la voix, l'importance de le lire, l'importance de... La poésie, même quand on la lit dans un livre, il faut se la lire à voix haute dans notre tête parce que c'est ces codes-là qui sont brisés, qui sont changés, puis qui vont donner soit une mélodie, soit... C'est difficile. Non, mais Je n'arrive peut-être pas à exprimer très bien ce que je veux dire, mais on ne peut pas lire la poésie à voix basse. Même Léo Ferré disait, comment il dit? C'est dans la voix que la poésie trouve son sexe. Ouais. Ouais. Mais c'est très clair. Je sais pas pour les téléspectateurs, mais pour moi c'est une découverte. Je suis pas une grande spécialiste de la poésie et je ressens ça en effet en moi quand j'ai un poème. Si je me contente de le lire comme ça, ben je suppose que la plupart d'entre nous, quand on lit, on dit ouais bon ouais les mots sont beaux, c'est joli, mais ça va pas plus loin. Moi, les seuls moments où la poésie va me capturer, vraiment, m'attraper, c'est quand je l'entends dit à voix haute. C'est là que tout change. Là d'un seul coup, mais c'est le texte que j'ai lu tout à l'heure. Oui, oh, j'avais pas entendu ça. C'est comme si c'était mort. Hein? Quand le texte est écrit, il est comme...
endormi, peut-être pas mort, mais endormi. Hein. Pour le réveiller, il lui faut quelque chose qui le réveille. Oui, et puis il faut avoir sa voix. Il donner une voix à ces mots-là. Puis je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Gilles et Nadine. C'est justement, des fois, moi, j'écris des choses, puis je me dis, OK, je me sens, ça interpelle ce que je n'aurais pas été capable d'écrire dans un journal. Moi, j'écrivais avant un journal personnel. Puis je me disais, ça ressemblait à du journalisme, tu sais. Bon, ça suivait, puis on pouvait suivre l'histoire, si on peut dire. Mais la poésie m'a amené à dire des choses que je n'étais pas capable d'écrire sous cette forme-là de la prose. Moi, je dis de la poésie, c'est un lieu de passage pour les joies et les souffrances de l'âme. C'est un lieu de passage obligé, des fois, la poésie, pour découvrir tout ce qui est joyeux dans notre vie, puis tout ce qui est aussi les plus difficiles dans nos vies. Et moi, je m'en suis servi comme ça, pour des états d'âme, ou aussi... pas juste dire, bon, ben, les gens vont comprendre que je souffre, ou ben non, les gens vont comprendre que je suis joyeux. Non, tout simplement que les mots d'eux-mêmes, ils vont donner un état d'âme à celui qui va le lire aussi. Et moi-même, je me laisse prendre au jeu parce que les textes que j'ai écrits avant 2010, puis aujourd'hui, j'ai relis avec la vie d'aujourd'hui, avec où je suis rendu, puis ils n'ont plus la même connotation. Il m'interpelle sur un autre plan de ma vie. Et ça, je suis moi-même le premier surpris. Ça. Donc, je pense qu'il faut, en tout cas en tant que poète, moi j'essaie de comprendre que je le fais pour moi-même en partant, parce que c'est beaucoup d'écriture spontanée au début. Après ça, une fois retravaillé, c'est pour permettre à l'autre de vivre sa propre expérience. Et moi, je me souviens de l'expérience quand j'ai eu le livre, je l'ai publié. J'ai dit, il ne m'appartient plus, il faut que je le remette. Et c'est les lecteurs qui vont se l'approprier, puis vont avoir leur propre expérience de lecteur. C'est très intéressant, puis je reviens sur le fait de déstructurer, et je vais partager un très court instant, et vous allez me dire si c'était de la poésie. Mon fils très jeune, un soir, je le couche et au lieu de dire « Maman, je t'aime », il me dit « Maman, je te aime ». Et c'était comme si j'entendais ça pour la première fois. Ça a évoqué chez moi une émotion totalement inconnue que j'avais jamais... Je l'avais entendu « Je t'aime », mais « Je te aime », le fait qu'il est sorti... volontairement, involontairement, c'est sorti de lui. Chez moi, ça a créé quelque chose d'extraordinaire. Alors, on va revenir là-dessus après la pause, puisqu'on parle de dire la poésie. Ben, j'espère que vous allez nous la dire, votre poésie, à voix haute, pour vraiment percevoir ce qu'on essaye d'expliquer. Et peut-être permettre aux téléspectateurs de vivre leurs émotions. Donc, on va se retrouver après la pause. On continuera avec Gilles Matte et Michel Bouvrette, nos poètes des Laurentides. Vous voyez que dans les Laurentides, il y a du talent, il y a des personnes qui peuvent vous faire vibrer et découvrir des choses que vous ignorez. Donc, tout bientôt, après la pause, nous serons de retour. Merci beaucoup. Bonjour, nous voilà de retour, toujours sur l'émission Cause Toujours, avec l'Association des auteurs des Laurentides. Michel Bouvrette, auteur-poète, Gilles Matte, auteur-poète des Laurentides. Donc, nous allons continuer notre découverte poétique. On a parlé en première partie de comment la poésie prend vie au travers du son, au travers de nos mots, au travers de notre prononciation à voix haute. Donc, comme je l'ai dit en première partie, on aimerait bien vous entendre et savoir voilà, qu'est-ce que ça fait de la poésie quand elle est dite. Je suis sûr que tous les téléspectateurs ont déjà lu de la poésie sur un livre, comme ça, mais avec peut-être une sensation de ne pas vraiment
accrochée dedans, de sentir qu'elle est un peu comme endormie. Donc, si Gilles Matte voulait nous lire un de ses poèmes, ou une partie, parce que Gilles Matte écrit, il a montré tout à l'heure, hein, il écrit sur des longs rouleaux, donc on ne sait même pas s'il y a une fin. Donc, au moins une partie, pour qu'on ressente cette poésie vivante. D'accord. Et tout cela, chaud vive. Et murailles vertes. Vert tige, où se parodie le ciseau des mots. Et tout cela, mouche à fruits, sur la crédence des lettres d'intention. Nous ne connaissons que quelques notes. Et tout cela, eau vive. Et tout cela, eau vive, sur la compilation mercenaire des calendriers d'usage. Eau vive, sur la liberté en formatage. Eau vive, sur les logiciels de création. Sur l'arc des petits triomphes. Eau vive sur l'arc des petits triomphes, et tu dors toujours, violoncelle de chaux vive. Tu lis, et lisses des paragraphes de routine. Et le monde, crois-tu, habite dans ta paume, comme couture d'auberge. Et tout cela, laine d'algorithme. Il y a longtemps, nous dansions, sur l'épaule usée des violons, dans la carie essoufflée des clarinettes. Vers, tige, entre les mariages de bonne volonté. Vers, tige, sur ton corps d'empreinte digitale, ton corps d'acouphène dans l'herbe, ivresse sur la pointe des pieds, ivresse sur la pointe des mots. Je redis dans les bardanes du rire, je redis la même canicule d'émoticônes, les plagiats de fou rire, la solitude et les échasses des peurs et des vertus. Ce monde ne change pas, il se plagie. Et je redis, les portes tournantes, les tables tournantes, irritant l'espace, griffant le souffle, pressant un doigt au plexus, commotion à l'épicentre du réel et des astrolabes du cœur. Je redis en apnée de sens, en boulimie d'expropriation de mots. Je redis à contre-vent et à contre-marée les fuites d'espace et l'absence des comités d'accueil. Et je redis que le monde, pourtant, s'ébrouera toujours dans mes valises, s'ébrouera toujours dans mes valises comme les roches dans l'œil de la mer. Et qu'advient toujours, un jour, le jour, où s'échoue enfin sur la peau l'habitude du bonheur. En apnée de sens, en boulimie d'ivresse, les cuisinières du réel et des autres portes ouvertes, chaux vives sur vos protections, sur vos échiquiers, chaux vives et murailles vertes, et cliquetis d'eau vive sur la dactylo étroite des escapades, où les noms ne sont qu'une table des matières. Et tout ce moment s'aiguise dans les horloges de même pointure, et les mêmes mots reviennent pipés au rotule de ce bal costumé. Chaux vive, sur patois de murailles vertes. Et de tout cela, de tout ce qui boit la contraction des tutelles, eau vive et mainmise de lumière écranée. Et tout cela, marais de dictons fripés, de dentelles rigides et de planches de surf assoiffées. Parce que nous connaissons la pharmacie des rituels, l'organigramme des sudations, chaux vive en surlignage des boutures. Les sens uniques ne s'égarent que si les lignes de la main, dans l'odeur des bretelles d'aube, où tu respires avec mes yeux, où je respire entre tes dents. Eau vive,
murailles déracinées et turbulences d'air. Boussole réglée, déréglée, tue, je, canicule, l'ergonomie des orgasmes. Chaud vive, sur l'analyse en temps réel. Chaud vive pour les groupies de l'hippodrome des croyances. Chaud vive sur la documenterie des poètes guérisseurs en quête de guérison. Chaud vive, mais eau vive sur nos rotules mobiles. Eau vive sur l'embrochage des clôtures. Eau vive sur la misère qui déchire ses rapides pour une fois pour toutes époumoner la lumière. Entre toi et les autres aubes. Michel. Wow. Merci. Michel. Chaud vive, eau vive. Quelle émotion. Mais quelle... Tu veux faire entrer dans une sphère qui est la tienne, mais que j'habite totalement. C'est cette possibilité de dire la vie, de dire les choses, la société, parce que les métaphores que tu prends sont très, très collées aussi à la société. Et tu m'amènes à dire, wow, où suis-je, moi, dans cette société-là? Où suis-je? Il y a plein d'images, j'aurais aimé prendre tout en note, des vers qui sont vraiment, que j'aurais aimé écrire, qui me font du bien. Et ce que j'apprécie beaucoup, parce que tu nous emmènes tranquillement dans cette dimension-là, et à la fin, tu nous ramènes à toi et l'autre, et dans l'eau vive. Et ça, moi, il y a beaucoup aussi dans cette espérance-là que les choses changent, parce que c'est dans l'eau vive de nos existences. Merci, Gilles. Moi, je reste dans cet état-là. Toi, Oui. Nadine? Oui, merci. Moi, j'ai ressenti les mots qui entraient en moi et cherchaient leur chemin. C'était vraiment flagrant. Et ça va vite, hein? Un autre mot, hop, il y a un autre. Mais je sentais ce mot-là comme en écho, il continuait à cheminer, à chercher un chemin à l'intérieur de moi, pas que de mon cerveau, pas de mon cerveau, même pas du tout de mon cerveau, de moi en tant qu'être humain entier. Et puis le suivant qui en cherche un autre, et le suivant. Et j'avais l'impression, avec ce mot eau vive, là, j'avais l'impression que l'eau rentrait à l'intérieur de moi et allait chercher un chemin. Pas de réponse, pas un chemin. Voilà. Mon chemin à l'intérieur de moi et faire remonter des choses assez insoupçonnées, comme si tu arrivais par tes mots à déloger à des endroits où je vais jamais, où il n'y a jamais rien qui se passe peut-être. Et ça réveille quelque chose qui était endormi. Je reprends finalement la même sensation quand le texte est sur le papier, il est comme endormi. Quand il rentre à l'intérieur de nous, on est comme endormi et la poésie vient réveiller des parties qu'on ignorait. J'ai vraiment vécu ça de manière très intense dans ce texte-là. Donc, la question qui peut-être pourrait nous intéresser, nous qui ne savons pas en faire de la poésie, d'où vient l'inspiration? D'où vient... Est-ce que tu te rappelles quand tu as écrit ce texte-là? Est-ce qu'il est venu suite à un déclencheur, à une réflexion interne, à quelque chose d'externe? Ça, c'est... Je pense que la réponse va peut-être te surprendre parce que je n'ai jamais de thème quand j'écris. Je ne sais pas ce que je suis en train d'écrire. Ça commence avec une ligne qui s'impose. Et puis ensuite, ben, c'est comme des rubans, ça le montre un peu. Ça veut dire, ça continue. OK. Ça continue. Je relis, je laisse juste les mots venir tout seul. Puis ça prend un bout de temps avant que je sache
de quoi je suis en train de parler. Parce que au départ, je le sais juste pas. Puis c'est ça, jamais je vais forcer un poème à finir. Il est arrivé que j'en ai traîné sur moi des poèmes qui étaient commencés, puis que je les ai traînés pendant 2 ans, puis je les ai terminés en Afrique parce que c'était là que ça se passait, ce poème-là. Je sais pas. Je sais juste pas c'est quoi le déclencheur. Je sais pas de quoi ça va parler. Ça se développe. Et des fois, je suis le premier surpris. OK. Mais contrairement à Michel, toi, tu les reprends pas, tes textes. Est-ce que tu les reprends, tu les corriges, Très peu, tellement peu. Tellement peu, hein, c'est Très, ça. très peu, ouais. C'est du premier jet, là. C'est vraiment de l'improvisation et ça sort bien. Ouais, mais je sais que j'ai une facilité avec ça énorme parce que je sais pas si vous avez vu, à Val-David, bon, sur le pont, il y a un poème. Oui. OK. J'en ai un aussi à Nominac. J'en ai à différents endroits, à Saint-Sauveur aussi. Tous ces textes-là ont été écrits. En fait, je travaillais avec une troupe de danseuses Pied de M, qui faisaient des performances. Puis ils m'avaient demandé d'écrire live pendant la performance. Alors, tous ces textes-là ont été écrits comme ça, pendant la performance, avec tout ce qui se passait autour, avec le lieu où j'avais marché un peu, mais j'arrivais vraiment avec une page blanche. Puis c'est ça qui est sur le... C'était comme ça le contrat, mais c'est comme ça pour moi, je sais pas. OK, il y a plusieurs types d'écriture. Oui, c'est un autre type complètement d'écriture. J'ai une amie qui est poète, là. Elle travaille. Ses poèmes sont courts et ils sont énormément de travail. C'est magnifique, c'est des pièces d'orfèvrerie, quelque part. Mais OK. moi, je sais pas trop. Oui, c'est pas ça pour moi. Comme tout artiste, hein, il y a des artistes qui vont refaire, mesurer, changer une ombre, et puis d'autres d'un premier jet, et c'est comme ça. En effet, il fait référence un peu aussi au Journal du Confiné, l'Association des auteurs des Laurentides, en 2020, a réalisé un projet artiste-auteur qui s'appelle le Journal du Confiné. On est dans la période là. Donc, c'était une demande du Fonds de recherche québécois qui voulait un petit peu donner la parole aux artistes et aux auteurs par rapport à la période de confinement. Comment on vit ça? Permettre peut-être au public qui a moins de capacité d'expression que vous, au travers de vos mots ou des tableaux réalisés par... il y avait 8 auteurs et 8 artistes, d'exprimer ou de se reconnaître finalement. Hein. Et ce journal du confiné va être exposé jusqu'à la fin du mois de septembre devant le chalet Pauline Bagné à Saint-Sauveur. Vous pouvez aller le consulter et vous allez voir ces 2 pages. Donc c'est un tableau réalisé par un artiste et un texte en relation avec ce tableau. Et vous avez participé tous les deux à cette expérience. C'est assez fascinant parce que moi, quand cette offre-là est arrivée du Journal d'un confiné, je venais d'écrire un long texte pour les journaux, puis je voulais donner ce que je vivais à travers le confinement, puis toute cette question-là du virus et tout ça. Et ça m'avait permis de mettre vraiment directement ce que je pensais. Et quand est arrivée cette idée-là de l'association, c'est fascinant parce que je me disais, je n'avais pas regardé sous l'angle de la poésie. Et parce que, moi, je ne sais pas si c'est comme ça, Gilles, mais pendant la poésie, moi, je n'ai pas toujours écrit. Ça venait pas, on dirait que j'étais en confinement des mots aussi. Et cette suggestion-là m'a beaucoup plu parce que ça mariait à la fois un artiste et des artistes peintres, des Laurentides, et un auteur. Et sans savoir, on était jumelés, un artiste peintre que je connaissais à peine. J'avais jamais vu son tableau. Lui n'avait pas vu mon texte. Et on est arrivé juste par des mots-clés. Puis ça, j'encourage aussi les auditeurs
à essayer ça, à écrire seulement avec des mots. Des fois, c'est des bons déclencheurs pour écrire quelque chose, un poème. Et juste par des mots-clés, on s'est retrouvés dans nos arts respectifs avec vraiment, moi, ça a été une expérience de mariage, on peut dire, entre la peinture et les mots que j'avais mis. Et j'ai été très, très étonné du résultat. C'était très beau, c'était très parlant. Je regardais la peinture et je comprenais mon texte. Et je pense que c'est Jacques qui me disait la même chose. Il dit, en écoutant ton texte, j'ai trouvé pourquoi j'avais peint cette chose-là. Donc, c'est aussi une autre façon de pouvoir, je veux dire, s'approcher de la poésie avec ces expériences-là de confinement, pas de confinement, mais de mariage entre les arts. Donc, Mais Gilles aussi, tu as participé à ce projet-là. Toi, tu l'as vécu comment? Parce que toi, tu es habitué à cet exercice-là. Pour la plupart, c'était un exercice de style, là. C'était nouveau pour eux. Hein? Oui, je sais pas comment ça s'est passé pour tout le monde. Moi, quand j'ai écrit le texte, je savais pas avec quoi il allait être non, matché. okay. C'est ça. Voilà. Okay, c'était parfait. ça la règle. C'est un peu la même règle qu'on avait fait avec l'exposition avec l'Atelier de Lille. Puis, en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi absolument écrire sur le confinement, puis ce qu'on est en train de vivre? Puis je me questionnais beaucoup, je voyais tout le monde mettre plein de choses sur le web, puis en rajouter. Puis moi, c'est comme, mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas capable de se taire pendant 6 mois? Puis c'est de ça qui parle mon texte. Je sais pas si tu l'as lu, mais ouais, c'est ça. J'ai carrément repris une vieille phrase bon, c'est pas grave. Mais la phrase dit simplement ceci. Puis je l'avais déjà utilisé ailleurs, mais là, je l'ai utilisé avec le silence et j'ai terminé avec le silence, service pour soi, service pour les autres. C'est vraiment juste ça que j'avais envie de dire. On peut-tu se taire un peu? On est-tu obligé d'être tout le temps... Actif. Donc, bon, ça, c'est... mais la poésie, elle est là aussi pour parler du silence. Hein? Oui, j'avais d'ailleurs un ami à Sherbrooke, un jeune poète qui disait tout le temps ceci, il disait « Nous sommes des artisans du silence ». Voilà, ben écoute, sur ces belles paroles, on va se retrouver après la pause. Nous prenons une petite pause et puis on se retrouve juste après pour finir l'émission. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes de retour, toujours à Cause Toujours, avec l'Association des auteurs des Laurentides, en compagnie de nos deux poètes, Michel Bouvrette et Gilles Matte. Donc nous allons continuer notre promenade poétique. Alors vous avez dû entendre dans le précédent moment un beau texte qui nous a fait vibrer, dit par Gilles Matte. Et puis là on a envie d'entendre un petit peu de poésie de Michel Bouvrette aussi. Est-ce que ça va être un extrait de Écorce des Oui, nuits? peut-être qu'on pourrait commencer ce recueil. Il y a des textes qui ont été écrits en pré-retraite, si on peut dire. Puis aujourd'hui, quand je les relis, j'ai l'impression que ça colle au décès de ma mère il y a 8 ans. Puis là, quand je lisais ce texte que je vais vous lire, j'ai l'impression que c'est pendant la pandémie. Pourtant, c'est le même texte. Donc, juste comme ça, quelques extraits. Je recommence où l'heure m'a laissé. Je n'entends plus ces feux brûlants, ni la couleur des fleurs entre mes mains. Je repose quelque part entre les choses. Le souvenir des mots glisse et se tait. Silence éteint. Le regard murmure l'éphémère. De mes gestes, sans horizon ni chemin. Le temps est sans ombre. Donc ça, c'est un premier texte, comme ça. Un autre
qui s'appelle Le Moment. On ne peut refaire la rotation de la Terre, ni devancer le jour, mais on peut fixer le moment, présent ou absent, le regard du soleil, la richesse des souvenirs, le rythme des respirations, la folie des rayons et la danse des saisons. Très simple, hein? Oui. Les textes. On voit deux styles complètement différents, hein, Ouais. deux approches complètement différentes. Dans ce recueil, je touche au thème du temps, Oui. de l'amour, des mots, la poésie, et aussi la souffrance qui est lieu d'espérance quand même. Donc ça, c'est pour... Je voudrais passer à un autre... j'ai participé à différents collectifs où ça aide aussi, pour moi, de participer à des collectifs, de voir aussi d'autres poètes, puis de côtoyer d'autres genres poétiques. Et ça m'a permis de faire des expériences aussi. Bon, moi, je suis... comme je disais, je suis technicien à Hydro-Québec, retraité. Je suis très cartésien dans mes choses. Mais quand on me donne des possibilités de toucher à d'autres sphères de ma vie, bien, ça m'ouvre. Donc, je sors du cartésien, puis je touche à des choses. Alors, Donc, c'est intéressant ce que Michel est en train de nous dire, parce qu'on voit que finalement, son esprit, toute sa vie, a été formaté d'une certaine manière, à réfléchir, à travailler, à revoir, à corriger, à peaufiner, et on le retrouve dans son texte. Alors on s'est posé la question en antenne, qu'est-ce qui structurait la manière d'écrire à Gilles Matte? Et Gilles Matte était quoi ouais. dans sa vie? Oui, ben, j'ai trouvé ça très intéressant quand tu as parlé de ça parce que ça m'a vraiment allumé. Je ne m'étais jamais posé cette question-là parce que mes textes, ils sont longs, ils sont très longs des fois, puis c'est quelque chose qui coule. Puis finalement, j'ai regardé Michel, j'ai dit toute ma vie, j'ai marché, j'étais facteur, je marchais. Tu déroulais ta vie. Ben ouais, ta c'est vie. ça. C'est un peu ça. C'est très curieux. Il y Hein? a certainement. C'est la neuroplasticité. Hein, Ah oui, c'est très vraiment, fort. c'est flagrant. Parce qu'on retrouve finalement, tu semais quand tu étais facteur des paroles, puis la vie des uns et des autres n'avait pas forcément de lien, c'était toi le lien. C'était toi qui faisais le lien entre toutes ces personnes que tu côtoyais pas après pas. Et puis on retrouve ça dans ton écriture où tu as des idées, puis elles sont reliées les unes aux autres, alors qu'elles pourraient ne pas avoir de lien entre elles. C'est toi qui les relie. Ah, j'ai trouvé ça très... C'est vrai, Je n'avais jamais allumé là-dessus, mais Moi, c'est effectivement. fascinant. Donc, quel que soit notre esprit, quelle que soit notre manière dont il est formaté, on peut faire de la poésie, on peut écrire quelque chose, et c'est notre manière à nous de la livrer finalement. Donc, Michel, toi, tu as fait d'autres expériences Oui, avec d'autres auteurs, d'autres Oui, types donc un peu dans le genre aussi du journal du confiné qu'on parlait. Donc, dans le livre ici je vibre au tempo de. C'était 90 artistes, donc 45 peintres ou photographes associés à 45 poètes internationaux. J'ai participé, c'est un projet de 2 ans et on a publié un très beau livre à travers le Canada, mais aussi à l'international. Et le défi qui était le fun, puis j'invite les gens à faire ça, d'écouter une musique, se laisser inspirer, et après ça, regarder une image, et après ça, de dire quel est le texte que je pourrais écrire là-dessus. Et ça, cet exercice-là, on le fait dans des ateliers de poésie. Et moi, je l'ai fait dans ce cadre-là. Et le texte que j'ai écrit, l'inspiration musicale venait du film Le Dernier des Mohicans. Quelqu'un dit ça, on l'entend avec la flûte. Hein? Bon, il y a un artiste international, Alexandro Cueré-Falou, qui joue. Quand j'ai écouté les premières mesures de cette musique-là, je connaissais le film, je restais impressionné. J'ai resté
hey, ça venait connecter à ma fibre de la terre, de mère terre, de l'autochtone, du Mohican. Donc, j'ai fait des recherches, puis essayé de comprendre d'où venait le livre et cette musique-là. Et ça m'a fait écrire un texte. Puis je me suis aperçu, après avoir écrit ce texte-là, que j'en avais d'autres que j'avais écrits sur la terre-mère, sur les Premières Nations, sur mon rapport à l'autre, et que je voudrais vous lire, celui-là, qui s'intitule « La vallée de l'Orican ». L'Orican, c'est une vallée aux États-Unis. Des fois, on voit des grandes photographies comme un désert, mais il y a toujours comme des montagnes qui remontent, mais dénudées. Oui. Et c'est ça, la vallée de l'Orican. Un vent venu de l'envie a déchaîné crainte et affolement, soulevé la poussière de la haine. De la montagne sacrée, le feu dans les yeux, le grand Sachem fixe son regard sur l'envahisseur, aigle blanc. Les serpents sifflent de la déchirure stridente. La peau rouge des tambours coule dans les veines de la révolte, jusqu'au fleuve de l'indifférence. Des crevasses profondes jaillissent les gémissements des falaises ancêtres. Du ciel de la vallée de l'Orican, le soleil ronge les vallées de l'enfer, où l'aigle tournoie toujours au-dessus des corps dépossédés. La terre-mère pleure encore ses enfants. Donc, ce texte a été écrit justement dans ce cadre-là, et ça m'a amené à découvrir aussi que mon rapport à la nature, mon rapport aussi aux Premières Nations, puis bon, je suis content que la poésie m'a amené aussi à découvrir ça. Donc, la musique, la peinture, ça. Et moi, dans mes temps libres, je fais de la photo. Et donc, quand je suis devant un paysage, après, souvent, je reviens, puis ça me permet aussi de démarrer des différents textes comme ça. C'est très intéressant. Moi, j'aimerais aussi, puisqu'on a la chance d'avoir un poète qui nous a confié qu'il écrit depuis très longtemps, que c'est toute sa vie. Quelle est l'évolution? Est-ce qu'il y a une évolution dans la poésie? Est-ce que la poésie d'hier est la même que celle d'aujourd'hui? Est-ce que ta poésie a évolué avec le temps? Oui, ma poésie a évolué avec le temps, c'est certain. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu étais beaucoup plus, on va dire, formaté par peut-être ce que tu avais lu, ce que tu avais appris, ce qui nous arrivait de... Je ne sais pas si vous aviez des classiques, on va dire, entre guillemets. Là. Ben, écoute, on commence toujours par imiter. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, j'ai écrit comme Baudelaire, j'ai écrit comme Rimbaud, j'ai écrit comme Saint-Jean-de-Perse, puis j'ai écrit comme Prévert, puis comme Éluard. Ça, c'est clair. Bon, mais à un moment donné, il arrive un moment donné où tu t'aperçois que ce que tu écris ressemble plus à... Oui, c'est toujours là. Tout ce que tu as lu, et tout ce que je lis, et tout ce que je continue à lire, je veux dire, je connais des gens qui ne veulent pas lire pour ne pas être influencés. Au contraire, lis. Lis, puis c'est pas grave, là. Je veux dire, c'est la synthèse qui se fait dans toi de tout ça qui fait qu'à un moment donné, je sais que mes textes ressemblent juste à moi. Ils ne ressemblent plus aux autres. Mais c'est un apprentissage, c'est long. Il faut pas croire qu'on a 18 ans puis qu'on vient de publier, à part de s'appeler Rimbaud peut-être, là, mais qu'on vient de faire quelque chose de complètement nouveau ou quoi que ce soit. Et c'est fascinant. Moi aussi, ça m'amène à dire ça. Le mimétisme, hein, tu dis au début. Quand je lisais au début Gaston Miron, je me disais, je comprends pas. Je sais pas où ça en va. T'sais. Pourtant, l'homme rapaillé, on en parle beaucoup. Je lisais Hélène Dorion, je me disais, OK, ça me fait vivre d'autres choses. Puis, au fur et à mesure que j'en ai lu, j'ai lu du Michel Plot, Louise Dupré, même on a Ginette Lévesque qui écrit de la poésie dans les Laurentides. Puis là, j'ai découvert justement que j'essayais aussi de me coller à différents styles, à différentes choses.
Puis à partir du moment que j'ai accepté, non, peut-être que c'est pas tout à fait moi. Tout ça est beau. À force d'en lire, les mots se cherchent d'eux-mêmes, se chargent aussi d'eux-mêmes de se retrouver sur la page blanche. Hein. Tu écris un mot, comme tu disais, on écrit une chose, on ne sait pas où ça s'en va, puis à un moment donné, ils se cherchent eux-mêmes les mots. Puis là, ça part. Puis ils se retrouvent dans une forme qui peut être politique. Moi, je dois la retravailler, mais à cause de mon bagage, ma façon de penser, ma façon de refaire. Mais je m'aperçois que c'est les mots eux-mêmes qui se recherchent. Et si on les a entendus, on les a lus chez d'autres, ils vont se chercher encore plus vite. Parce que c'est pas du plagiat, ça non plus, c'est juste une façon. C'est de l'inspiration. C'est ça. Mais ici, je crois très bien que un mot appelle l'autre. Et puis ça, en atelier même, on fait des ateliers de poésie, puis d'écriture même automatique, puis on laisse aller les choses, puis tac, 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 tac. Moi, je dis tout le temps, pour moi, je vais écrire 5 pages, puis je vais en retirer une demi-page. En poésie, pour moi, c'est comme ça, tu sais. Il y a d'autres qui vont tout conserver, peut-être, mais moi, il y a tellement de poussière sur les mots qu'un coup que tout ça a fait, j'ai fait du ménage dans les premiers jets. Il y a quelque chose qui va sortir en particulier. J'ai des textes qui avaient 5-6 pages. J'ai fait 4 poèmes avec, différents. On ne peut même pas les relier les uns aux autres, mais ils étaient du premier jet. Mais on sent au niveau global que, comme pour tous les autres arts, il y a des modes, il y a des évolutions, il y a des périodes. Peut-être pas des modes, là, c'est pas le bon mot, mais des périodes, comme on a dans la peinture, il y a eu l'impressionnisme, le cubisme. Aujourd'hui, il y a où elle en est, la poésie. Moi, j'ai la sensation qu'elle est très libérée. Elle est beaucoup moins contrainte qu'avant dans des formules ou des schémas, non? Oui. Oui, hein? Forcément. Je veux dire, c'est certain que si on remonte encore là, on peut s'amuser parce que le slam, excuse, mais c'est l'alexandrin rimé. Là. Oui, le slam, c'est ça. Ça reste, c'est ça. Oui, mais le seul fait que justement ce soit devenu du slam, déjà, c'est tout un renouveau, là. C'est comme si la poésie, elle revenait à la mode, là. Les jeunes, ils me font rire des fois, on entend des slameurs qui prennent des vieux textes là, de vieux auteurs et puis ils disent « Ah, t'as vu, c'est super ce qu'il dit !» Parce que c'est pas lui qui a écrit ça. Effectivement. C'est très drôle, mais c'est comme si c'était nouveau pour eux parce qu'ils l'entendent dans une sonorité, un rythme qu'ils ne connaissaient pas. Qui est très contemporain comparé Voilà, donc il y a un renouveau, il y a quand même une désacralisation et on sent que la poésie rentre plus facilement chez les gens aujourd'hui que moi quand j'étais jeune, là, c'était, voilà, il fallait faire les classiques, là, les grands classiques, et puis on restait là-dessus, hein, non? Je ne peux pas vraiment répondre à ça. Oui, c'est certain, quand j'étais enfant, oui, il n'y avait que des grands classiques. C'est arrivé par là, mais je pense que j'ai eu une chance incroyable. J'avais peut-être 15 ans. Puis, à l'école, à la fin de l'année, quelqu'un s'est aperçu que je m'intéressais un peu à la poésie. Puis, c'est quelqu'un qui était dans ma classe, on avait très peu de contacts, comme ça. Puis, à la fin de l'année, il arrive à moi, puis il met 2 livres devant moi, il dit « Tu liras ça pendant les vacances. » C'était en 11e année. Je dis « On va se revoir où? » Oh, il dit « On va sûrement se revoir. » Je l'ai jamais revu. J'ai encore les 2 livres. Ah ouais. Ils sont en lambeaux. Tu n'as même pas idée tellement ils ont été lus et relus. Et il m'a mis entre les mains le Romancero Gitane de Garcia Lorca, puis Capitale de la douleur de Paul Éluard. Écoute, ça... J'ai passé l'été là-dedans et pour moi, c'était une langue que je comprenais enfin. C'est ça. À ce point-là. Et ça, c'est rare d'avoir ce talent-là si jeune, notamment la poésie. Il
des talents qui arrivent jeunes, mais la poésie, souvent, ça demande un peu plus de maturité, on dit. Toi, ça t'est arrivé vraiment très jeune. Ben, j'ai eu cette chance-là, oui. Ouais. Ah, c'est fantastique. Ce qui est beau aujourd'hui, je regardais dans la littérature jeunesse, je pense entre autres à Roxane Turcotte, qui écrit beaucoup, et j'ai offert, moi, à des neveux, nièces jeunes, 7-8 ans, des livres jeunesse, mais c'est de la poésie dedans. Et déjà, on rentre très, très jeune, on peut toucher à cette forme-là. Peut-être qu'on ne le voyait pas avant même dans nos cours jeunes, on touchait à la poésie française, mais pas à la poésie locale québécoise. Et là, aujourd'hui, on a même dans la littérature jeunesse cette force-là. Il y a des auteurs qui mettent de la poésie dans leurs livres. Et ça, c'est fascinant parce qu'on peut y toucher là, vraiment concrètement très, très jeune. Moi, j'ai touché sur le tard, là, mais je suis toujours fasciné de le retrouver partout. Même, on écoute des émissions de télévision, des commerciaux, des annonces publicitaires. On a eu toute une passe l'année dernière, entre autres, c'était très poétique. Il y avait des jeux de mots et des métaphores. Là, je suis très contente qu'on finisse l'émission sur revenir aux auteurs des Laurentides. Oui, il y a de grands auteurs qu'on a cités, qui sont internationaux, mais à l'Association des auteurs des Laurentides, notre souci, c'est d'accompagner nos auteurs, de montrer au public la richesse incroyable qu'il y a dans les Laurentides. Il y a de très beaux auteurs, bons auteurs, de poésie, de toutes les catégories d'écriture, mais c'est important qu'on vous les fasse découvrir, puis c'est important que vous veniez les découvrir. C'est facile d'accéder à leurs écrits ou à des événements qui se produisent. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. L'Association des auteurs de Laurentides remercie la TVCL et l'émission Cause Toujours. Et vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube également. Merci beaucoup. Au revoir.